Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec pour débuter le déficit des nageurs sauveteurs au bord des plages. Elle préoccupe depuis quelques jours. Les départs de personnel se sont accélérés depuis la crise sanitaire. Reportage à suivre avec Via Occitanie dès le début de ce journal. Un canal vidéo, une radio et un journal. À Troyes, ce sont les détenus de la maison d'arrêt qui découvrent les métiers de l'information. Une initiative bienvenue pour l'insertion que nous montrera la rédaction de Canal 32 sur place. Et puis dans ce journal, vous découvrirez celui qui vient d'être élu le plus beau village de la Loire, l'occasion d'une visite guidée avec TL7. En fin de journal, nous serons en duplex avec Tom Benoît. Le philosophe, l'auteur, l'essayiste, spécialiste des questions d'urbanisme, vient de publier un nouvel ouvrage, Aphorismes sur l'architecture. Nous en parlerons avec lui. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire. Le manque de personnel se fait de plus en plus ressentir dans certains secteurs. Restauration, hôtellerie, mais aussi, plus étonnant, celui des nageurs sauveteurs. À quelques jours désormais du début des grandes vacances, la situation inquiète les sapeurs-pompiers chargés de la surveillance des plages. Le métier réclame de l'expérience, bien sûr. Exemple près de Montpellier, avec la rédaction de Via Occitanie. Un sujet signé Lindsay Wamo. Avec le thermomètre qui grimpe, les secouristes ont du pain sur la planche. À Agde, on doit se tenir prêt à enfiler ses palmes à tout moment, tout en faisant de la prévention. Pour vous avertir qu'aujourd'hui il va faire très chaud, donc il faut boire beaucoup d'eau et se mettre à l'ombre si possible. Très bien, voilà. c'est ce qu'on va faire. Que plus les gens sont informés et moins on aura d'intervention et à intervenir et moins il y aura de problèmes aussi. Ici, ils sont 5 à surveiller cette plage. La plupart sont de jeunes recrues. Suite au départ de plusieurs secouristes, ces jeunes renforts pour cet été soulagent Ismaël, en poste depuis 6 ans. Mais prochaine étape maintenant, essayer de fidéliser ces recrues, car les caprices de la Méditerranée ne sont pas faciles à lire. Il faut moins de rotation, car un effectif qui est expérimenté, c'est toujours un plus sur les plages. Donc plus on arrive à fidéliser un petit peu les saisonniers sur les plages, et mieux ça sera pour qu'ils puissent former aussi de nouveaux arrivants. Objectif difficile à atteindre, même si les CV ne manquent pas. La plupart des candidats ont souvent le même profil. Effectivement, on travaille avec 95%, voire 98% d'étudiants. Et souvent, ce qui se passe, ils sont en fin d'études et ils trouvent un boulot pour entrer dans la vie active. Et du coup, le choix il est vite fait, ce qui est normal. D'accord ? Donc du coup, voilà, ce sont des désistements principalement pour aller chercher du travail un peu plus pérenne, puisque nous, on a un travail saisonnier. Une quinzaine de CV ont été reçus. Le SDIS 34 se prépare déjà aussi au recrutement pour la saison prochaine. Voilà, et cet été, vous irez sûrement à la plage pour vous rafraîchir lors des fortes chaleurs. Pour ceux qui n'auront pas cette chance, les climatisations, ventilateurs et autres piscines serviront peut-être de solution. À ce propos, la demande de ces produits explose depuis quelques semaines avec les coups de chaud constatés ces derniers jours. Exemple en Gironde avec ce sujet d'Alix Fourcade de la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Cet habitant de Talence n'était pas parti pour faire du shopping, mais en passant devant cette quincaillerie, il n'a pas pu résister. J'en pouvais plus, du coup j'ai craqué, j'ai voulu acheter un ventilateur, voilà. Et ce n'est pas le seul à avoir eu cet éclair de génie, comme le confirme ce quincaillier. J'en avais commandé 8, j'en ai vendu déjà 4. Je pense qu'à la fin de la semaine, les 8 seront vendus. Heureusement, le commerçant avait anticipé la canicule. On a commandé un peu en avance parce que sinon je me suis déjà fait piéger et c'était un peu trop tard. Merci beaucoup, hein. Au revoir, bonne journée. Merci. En revanche, si vous souhaitiez commander votre propre piscine maintenant, c'est raté pour cet été, en témoigne cette vendeuse. Depuis la sortie du confinement déjà, et en plus depuis les fortes chaleurs qui ont commencé déjà au mois de mars, on a reçu beaucoup de commandes, les gens ont vraiment anticipé tout ça, c'est-à-dire qu'au mois de mars-avril, on a eu un pic énorme du taux de commande, et là on est arrivé à un stade de saturation où on ne peut plus prendre du tout de commandes supplémentaires parce qu'on n'a plus de disponibilité, quoi. Et même pour les clients qui ont déjà passé commande, il risque d'y avoir du retard dans les livraisons. À cause des fortes chaleurs, c'est compliqué sur le chantier parce que tout ce qui est liner, membrane, etc. peuvent se détendre au soleil. Donc c'est vrai qu'il faut anticiper ça pendant des périodes de bonne température. Il ne faut pas de pluie non plus. Donc c'est vrai que notre planning est vraiment basé sur la météo. Et en plus de ça et de la forte demande, c'est assez compliqué. Mais difficile de se plaindre quand on sait qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous disposons de 720 km de côte et pas de délai de livraison prévu pour profiter de l'océan, à part peut-être quelques bouchons sur les routes.
L'émission Face au territoire était diffusée jeudi dernier sur TV5 Monde. Les éditorialistes présents en plateau sont revenus sur l'actualité politique et les conséquences des résultats des élections législatives. Regardez un extrait de l'émission avec Bruno Cotresse et Sylvain Courage. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est que la France est vraiment ingouvernable, de fait? On a l'impression qu'on est encore un petit peu en 1788, toujours. C'est-à-dire qu'il faut trouver les voies d'instituer ce dialogue, cette discussion démocratique. Et on a vécu une longue histoire de conflits, en fait, très violents autour de ce point. Alors, on peut espérer qu'enfin, on va le résoudre. Bon, mais vu l'ampleur... Mais comment on se compte? Il faut dissoudre, il faut... Qu'est-ce que... La dissolution, c'est un petit peu le divorce, donc c'est pas forcément le dialogue. Et peut-il la faire tout de suite? Non. C'est trop tôt. Il est évident qu'une dissolution serait très coûteuse pour lui s'il l'a choisi trop tôt. Il faudrait que le pays soit vraiment bloqué et qu'on puisse établir la responsabilité de l'opposition dans ce blocage. Voilà, et l'émission Face au territoire est à voir ou à revoir sur les sites internet des partenaires de l'émission, Ouest France, Nice Matin, 20 minutes et France Antilles. De politique, il est aussi question dans l'édition du journal Le Point consacrée à la ville d'Aix-en-Provence. Dans ce numéro spécial, l'hebdomadaire s'intéresse notamment à la politique de l'environnement menée par l'équipe municipale actuelle. Le coup de chapeau sur le marché immobilier local ou la production d'hydrogène vert sont aussi au sommaire de cette édition spéciale du magazine Le Point cette semaine. Restons dans l'univers de l'information pour nous arrêter à présent sur les nombreuses initiatives de la Maison d'arrêt de Troyes. L'établissement pionnier en la matière permet aux prisonniers de prendre part à des projets de médias locaux, un canal vidéo, une émission de radio ou un journal local. Les personnes détenues participent ainsi à l'élaboration de ces communications diffusées en interne. Une démarche valorisante dans laquelle les intéressés se sentent pleinement investis. Un reportage loin des idées reçues de Canal 30 de la télévision de l'Aube. La maison d'arrêt de Troyes a lancé son canal vidéo interne pour les détenus. Les programmes diffusés sont sélectionnés par les prisonniers en accord avec la direction. L'agence de production fournit ensuite des films personnalisés. Dans ce canal, actuellement, on retrouve beaucoup d'informations des activités, mais aussi un film qui explique le greffe. Il y a le film arrivant. Ça permet d'identifier les personnes et aussi les lieux. Et puis, il y a aussi un film déjà produit par ailleurs, que ce soit une fiction documentaire, qui est diffusé chaque semaine. Malgré l'ancienneté du bâtiment, la maison d'arrêt a réalisé les installations techniques nécessaires pour la mise en place du canal vidéo. Avec l'arrivée de ce dispositif, un nouveau poste a été créé pour un détenu. J'ai pu classer une personne détenue supplémentaire au service général, ce qui permet de créer un emploi. Donc j'ai une personne détenue qui va s'occuper d'alimenter, de faire des rubriques, d'amener des connaissances, des textes, des poèmes, du slam. Je trouve ça très intéressant au niveau de l'aide que ça va apporter à tous les arrivants, puisqu'il y aura des infos dessus. Je dirais de la vie courante, des activités, là on vient de voir les inscriptions pour le sport, tout ça. C'est vraiment le côté être utile et me rendre utile. D'autres initiatives sont déjà bien ancrées dans la maison d'arrêt, comme l'émission de radio Fréquence Tolar que l'on peut retrouver sur Thème Radio. Ils créent une émission de radio, donc premier rendez-vous, on a vraiment élaboré différents sujets qu'on pouvait aborder en maison d'arrêt parce que c'est pas toujours évident, on ne peut pas sortir pour aller faire des interviews. On enregistre les questions et après c'est moi donc qui vais poser les questions aux différents intervenants. Même idée pour la Gazette du Tolar, un journal de détention créé par les détenus pour les détenus qui fête sa première année avec son 10e numéro. Un tiers de la population carcérale serait illettrée. Cette multitude d'activités vient valoriser les détenus et leur permet de travailler des compétences multiples. Voilà, sans transition dans ce journal, intéressons-nous à présent à une solution séduisante pour faire face à la flambée des prix d'énergie. L'autosuffisance énergétique, c'est la solution choisie par une entreprise de la Sarthe grâce à l'installation d'un panneau solaire géant. À la clé des économies d'électricité et une facture allégée. Explication d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Regardez. Ici, on l'appelle le tracker, un panneau solaire géant bourré de technologies, capable de fournir toute l'énergie dont cette entreprise a besoin. Il permet de travailler sur deux plans.
donc de suivre le soleil le matin jusqu'au soir. Et il est double face également, ce qui lui permet de récupérer l'énergie de sa face exposée au soleil, mais aussi de sa face antérieure. Ça nous permet, surtout aujourd'hui, en cas de forte présence du soleil, de produire plus d'électricité que demandé et de mettre cette électricité dans un coffre-fort énergétique. Le panneau embarque aussi des outils de suivi en temps réel pour savoir où, quand et comment est utilisée l'électricité. On consommait l'électricité qu'on pensait juste, mais finalement avec le suivi internet, on s'aperçoit on gaspillait beaucoup d'électricité, notamment la nuit, où des appareils restaient tournés, qu'on pensait sans grand impact, on va dire, électrique, mais qui finalement, quand on les coupe, on économise. Pour l'entreprise qui embauche 80 salariés, cette démarche s'inscrit dans une volonté globale de réduire son impact environnemental alors qu'elle est en plein développement. On a fait appel à des spécialistes, donc le CPIE, qui, eux, sont venus faire un état des lieux du quartier, entre guillemets, pour savoir quelles sont les espèces présentes ici et savoir si on ne peut pas améliorer, entre guillemets, leur cadre de vie à l'avenir. Et si jamais on a besoin d'extension, de ne pas les perturber. L'entreprise espère désormais aller plus loin. Elle prévoit de réinjecter les économies effectuées dans la recherche et le développement écologique de son activité. Qui sait, elle verra peut-être même éclore une véritable réserve naturelle sur son site. Bonne aussi pour l'environnement, la consigne des bouteilles de verre est-elle en train de faire son grand retour en France ? Pour limiter le poids des déchets, les collectivités ont décidé de récompenser le tri du verre. Le principe est simple, chaque bouteille déposée dans un conteneur rapporte des points échangeables ensuite contre des bons d'achat. Dans l'agglomération de Roanne, 300 conteneurs connectés ont été installés et plus de 9000 personnes sont déjà inscrites au dispositif. Reportage et explication de Christophe Rigaud sur place. Noémie et sa fille Marie ont leurs petites habitudes. Régulièrement, dans ces grands sacs, elles récupèrent tous les récipients en verre. Bocaux, bouteilles de sirop et même les petits pots de yaourt aussi. Je suis la madame tri de la famille, en fait je récupère tout le verre et je l'emporte au container une fois de temps en temps. Si Noémie est motivée pour collecter les bouteilles de verre, c'est que depuis 9 mois, l'agglomération de Roanne récompense ce geste de tri. Grâce à ces bornes connectées, chaque contenant en verre déposé rapporte des points sur le smartphone de Noémie. Des points qu'elle peut convertir en dons à des associations ou en bons d'achat auprès de commerçants locaux. Donc on a de la réduction sur l'alimentaire, sur des produits d'hygiène, sur un coiffeur, sur une boutique de livres, etc. On a 5%, 10%, 20%, un café, un muffin, un shampoing offert avec les points. Un petit geste qui est bon pour le pouvoir d'achat, mais surtout pour l'écologie. C'est ce qui a séduit ces 2 étudiants. Si on voit tous les rapports là, qui tombent, et c'est important de changer et de recycler, notamment de changer par recycler, parce que ça reste quand même un geste assez simple à faire dans le quotidien. Pouvoir recycler et gagner quelque chose en retour, c'est vraiment quelque chose de simple et efficace. Donc, on peut le faire avec l'application ou avec la carte, donc c'est pas mal. Grâce aux points accumulés, on peut par exemple se rendre dans ce commerce de produits ménagers en vrac pour profiter de réductions. Une boutique qui encourage aussi le recyclage. Ça rentre dans le même cadre que notre concept de la réduction de déchets. Donc ça semblait logique pour nous de participer à ce concept-là, de se dire on utilise nos bouteilles de verre pour les mettre, pour bien aller les recycler, pour vraiment faire ce geste-là, de se déplacer au container pour recycler les bouteilles de verre. Pour le maire de Roanne et président de l'agglomération, le bilan est déjà largement positif. C'est donc 11% et les chiffres progressent encore de collecte de verre supplémentaires et par conséquent donc c'est pour nous donc un succès. C'est aussi un bilan en termes de propreté puisque nous avons beaucoup moins de verres qui sont déposés, quasiment plus d'ailleurs au pied des conteneurs donc volontaires. C'est un investissement certes pour la collectivité, mais par contre l'amortissement donc du dispositif se fait sur à peine 2 ans. Depuis son lancement en octobre 2021 dans l'agglomération rouennaise, 2 700 000 bouteilles de verre ont pu être récupérées.
En Corse, la protection de l'environnement passe par la sensibilisation des plus jeunes. Sur l'île de Beauté, 70 élèves viennent donc de participer à l'Écolanta, des épreuves et des énigmes autour de la gestion de l'eau potable. Une manière ludique d'éduquer aux enjeux climatiques en s'inspirant du célèbre jeu d'aventure. Images et propos recueillis par Angel Ricciardi de la rédaction de Via Telepaese. L'idée, c'est vraiment d'apprendre les bons gestes pour utiliser correctement l'eau et surtout la protéger. On explique du coup toutes les actions que l'on peut faire pour ne pas la polluer, pour ne pas la gaspiller. Mais on explique aussi surtout l'eau virtuelle, l'eau cachée, celle qui est utilisée pour notre alimentation, nos vêtements, dans votre caméra, dans nos téléviseurs. Quand l'art vient au secours de la biodiversité, l'artiste monégasque Philippe Pastor, très engagé pour la préservation de l'environnement, expose actuellement l'une de ses œuvres dans le très beau village de Saint-Paul-de-Vence. Les arbres brûlés, c'est son nom. Son objectif, alerter sur la fragilité de la nature depuis 20 ans et les graves incendies survenus à l'été 2003 dans la région. Ces sculptures de troncs d'arbres calcinés ont pour habitude d'être exposées un peu partout dans le monde. Écoutez à ce propos Philippe Pastor, interrogé par Stéphane Attia et Kevin Garcia. Le principal souci, c'était de faire des sculptures pour montrer aux gens que le feu, ça existait. Parce qu'à l'époque, le changement climatique était encore léger. Et à l'époque, on ne se pensait pas que c'était le climat qui pouvait nous amener des incendies. On ne pensait pas que la chaleur pouvait nous apporter ceci, cela. J'essaye de les mettre dans des endroits où, effectivement, les touristes, peut-être pas les gens du pays, mais les touristes qui, des fois, ne se rendent pas compte que la nature est aussi sèche, aussi prête à démarrer, les incendies peuvent partir aussi vite. J'ai essayé, en tout cas, de mon côté, de faire ce qu'il fallait, quoi, pour montrer que le feu existe. Voilà, et si vous êtes curieux de découvrir le travail de Philippe Pastor, sachez que certaines de ses œuvres sont actuellement exposées à Saint-Raphaël et à Nice, sur la Côte d'Azur, bien sûr. Direction la Loire dans ce journal, et plus précisément une commune qui vient d'être élue plus beau village du département par les journaux du Dauphiné et du Progrès. Dans ce village de caractère, les passionnés d'art flânent dans les quartiers des artistes. Les férus d'histoire, eux, admirent les bâtiments moyenâgeux. Et pour les gourmands, des biscuits conçus sur place commencent à se faire un nom. Visite guidée avec Adrien Blétry de TL7, la télévision de la Loire. Marolles et sa place de la Fontaine, ses ruelles pavées qui mènent à l'église romane construite au 7e siècle et son architecture qui lui donne du caractère, un village totalement atypique. Mon emplacement sur le versant sud-est des monts du Forêt avec une vue magnifique sur toute la plaine, les monts du Lyonnais. Par beau temps, on voit le Mont Blanc. Donc la situation géographique est vraiment assez exceptionnelle. Tous ces éléments font qu'il y a une vie touristique qui est très intéressante et qu'on essaye de dynamiser par l'ajout de spectacles, de concerts et d'expositions. Ce village de 450 habitants n'arrête pas d'être animé. L'hiver, c'est le marché de Noël qui attire plus de 5000 visiteurs. L'été, c'est Moisson de Culture qui propose des concerts, du cinéma, des randonnées et des expositions. Car depuis 10 ans, il y a un village dans le village, celui des artistes. C'était très dur pour moi au début, mais maintenant je pense que j'arrive un peu mieux à parler de mon travail. Et il y a des moments, c'est même très émouvant en fait d'échanger avec les personnes, quoi. J'ai été reçue par les artistes de Marolles d'une façon extraordinaire. Donc j'ai eu envie d'y habiter et d'avoir ma boutique sur Marolles. Il y a 5 artistes qui sont résidents à l'année à Marolles. L'été, il y en a 3 fois plus avec des installations en extérieur. Les touristes viennent en nombre pour admirer les œuvres, mais ce n'est pas tout. Du côté de la pause marolaise, des biscuits font aussi la pub du village. Il y a toujours un petit encart qui parle de Marolles sur tous nos sachets et qui disent tiens on va aller visiter le village et ils reviennent ici, voilà. Marolles attire plus de 10 000 visiteurs par an. Le tourisme est primordial pour faire vivre le village. Un village qui souhaite que les futures générations soient tout aussi impliquées que les précédentes. Ça veut dire que les enfants seront fiers quand ils auront 20, 30 ans de venir à Marolles, de rester à Marolles et de passer le relais. Voilà, je crois que c'est ça l'idée aussi. Pour l'instant ça promet, les enfants de l'école ont déjà lancé un projet, un jeu de pistes numérique avec Loire Story. Il faut aider les artistes à retrouver leurs couleurs.
Je vous le disais dans les titres de ce journal, Tom Benoît sera en duplex dans quelques instants pour nous parler de son nouvel ouvrage Aphorismes sur l'architecture. Mais avant cela, le philosophe et essayiste, spécialiste de l'architecture et de l'urbanisme, prépare pour la rentrée une série d'émissions de philosophie sur TV5 Monde. Les premiers tournages ont eu lieu au musée Guimet à Paris avec l'architecte Jean Nouvel, très rare à la télévision. Regardez un extrait en avant-première de leur entretien. La première chose qu'il faudrait faire, c'est créer la loi sur le littoral vert. J'appelle ça le littoral vert, qui reprendrait la loi sur le littoral, la loi littorale, et qui ferait en sorte qu'on déterminerait une limite de l'étalement urbain et que tout le reste est strictement inconstructible, sauf pour des valeurs qui sont agricoles ou paysagères. Donc est-ce qu'il faut qu'il y ait un pouvoir solidariste, pour ainsi dire, au sens de Léon Bourgeois, beaucoup de pouvoir social-libéral pour les entrepreneurs que sont les architectes? Les architectes doivent avoir davantage de pouvoir à l'heure actuelle. Bon, on peut pas imaginer un livre sans auteur, on ne peut pas imaginer une composition de musique sans auteur, on ne peut pas imaginer une ville et un lieu où on va vivre sans quelqu'un qui le conçoit. Et nous avons donc le plaisir d'être en duplex avec vous, Tom Benoît. Bonjour, Aphorismes sur l'architecture vient de paraître chez NBE Éditions. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre ? Alors, tout d'abord, une volonté d'appréhender la matière, mais c'est un livre qui aurait pu ne jamais être édité. C'est un éditeur, donc NBE Éditions, qui est tombé amoureux du livre, pour ainsi dire, et qui a insisté pour faire paraître cet ouvrage aussi rapidement. Mais c'est un livre que j'avais écrit il y a déjà plusieurs mois, plusieurs années. Tom Benoît, dites-nous quel était votre état d'esprit lors de l'écriture de ce livre ? Alors, j'ai écrit Aphorismes sur l'architecture, tout d'abord avec une certaine idée, une violence, c'est-à-dire un aspect sauvage, politique et littéraire, parce que sauvage tout d'abord par rapport au format, les aphorismes, il y a quelque chose de très direct lorsqu'on écrit des aphorismes, donc beaucoup d'accessibilité pour le lecteur, et la volonté de faire appréhender l'architecture par le prisme de la matière, de l'usure, du vieillissement, de tout ce qui constitue l'architecture. Quels sont vos projets en matière d'écriture, Tom Benoît ? Quels sont vos objectifs ? En matière d'écriture et en général, avoir une action politique, comme je le disais, détournée et essayer d'apporter sur le plan urbanistique, par la réflexion, par l'action, ce que je n'aurais peut-être pas le talent d'apporter à la philosophie parce que tout est dit et je pense qu'on doit aujourd'hui adapter la philosophie aux problématiques modernes, donc aux problématiques de vie, aux problématiques de santé publique, de gestion de la santé collective, aux problématiques urbanistiques et on doit dire pour euphémiser, pas forcément aux problématiques mais aux questionnements urbanistiques et de santé publique. Voilà, merci Tom Benoît d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires en duplex. Je rappelle que votre livre, Aphorismes sur l'architecture, est disponible chez NBE Éditions. Tout à fait autre chose, c'est une première historique et mondiale. Des lycéens martiniquais viennent de traverser la Manche à bord d'une yole ronde, une embarcation typique de la Martinique. Un défi et un exploit relevé en 3h30 pour un parcours de 40 km. Une performance donc que vous découvrez sur ces images de nos partenaires de Via ATV et qui permet de mettre en valeur cette pratique. La yole ronde est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2 ans. Bravo à eux pour ce défi relevé avec courage et détermination bien sûr. De la Manche à la Vienne dans cette édition, restons sur l'eau. À Limoges, un jeu de piste ludique permet de découvrir l'histoire du bois flotté. Ce bois qui a permis historiquement l'approvisionnement de la ville lors de son développement. Une manière pratique et pédagogique de remonter au début du 19e siècle et d'en savoir un peu plus sur l'usage du bois à cette époque. Précision au micro d'Alain Druot de 7 à Limoges sur place. Dans le cadre d'un projet collectif de recherche, on a travaillé sur l'approvisionnement en bois de la ville de Limoges et on s'est penché sur le bois qui arrivait par la Vienne, qui arrivait en flottage, par le flottage. En octobre 1814, et c'est Pierre Darnay qui va vous faire découvrir sa journée de travail de marchand de bois, à aller acheter son bois, le faire venir jusqu'à Limoges, le stocker et voilà, on va découvrir toute cette histoire. Allez, on referme ce journal sur un sujet qui sent bon l'été. Des glaces, vous en dégusterez, c'est sûr, pendant toutes ces vacances. À côté des classiques industriels, les glaces artisanales gagnent du terrain.
Dans les Vosges, une ferme locale propose notamment aux enfants de fabriquer leur propre glace en bâtonnet. Une illustration supplémentaire du désir des producteurs de transformer et de vendre toute une partie de leur production. Un reportage bio et gourmand de Ludovic Bizilla et de Denis Lequienne pour Vosges Télévisions. Je donne la glace pour les enfants. Qui c'est qui va prendre un pot pour aller faire son bâtonnet? Aucune difficulté à trouver des volontaires pour cet atelier, la fabrication de sa propre glace en bâtonnet. Emilien, c'est fait avec quoi une glace? Du lait. Moi je suis... C'est tout, il n'y a que du lait? Non, moi je sais pas après. Maxence, qu'est-ce qu'il y a dans une glace? Du lait, des œufs je crois. Fanny produit des glaces artisanales depuis 2 ans, une activité complémentaire au premier métier du foyer, la production de lait bio par 45 vaches. Et la clientèle a d'emblée été au rendez-vous. 6000 litres de lait transformé la première année pour un chiffre d'affaires de près de 50 000 €, soit 1/8 de celui de l'exploitation agricole. C'est loin d'être négligeable. Une nouvelle illustration que la transformation sur place et la vente directe est synonyme de vraie plus-value. Je fais ma crème. À partir du lait écrémé que j'ai récupéré de ma crème, je fais mes yaourts que j'incorpore dans mes glaces au yaourt. Après, on ajoute nos sucres, nos parfums. Donc moi, je mets pas d'arôme, pas de colorant. C'est des vraies gousses de vanille, c'est des œufs frais. Une fabrication qui prend du temps, exemple avec la vanille. Le temps que les gousses maturent, il faut 24 heures d'infusion minimum dedans. Le résultat, des saveurs incomparables. Quant au prix, à qualité égale, il est quasi similaire aux produits industriels vendus en grande surface. Comptez 12 € le litre. Gaspard, il est où Gaspard? Allez, bonhomme. Pas d'embauche pour l'heure, c'est encore trop tôt. Cette animation avait lieu dans le cadre des Journées nationales de l'agriculture, mais l'exploitation étant également labellisée Bienvenue à la ferme, elle accueille du public une grande partie de l'année, notamment en partenariat avec l'Office de tourisme de Neufchâteau. Voilà qui donne envie à quelques jours des vacances. C'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.